démocratie et économie politique. Je te renvoie à la première émission que j'avais appelée Sciences économiques ou économie politique, parce que depuis le début, je suis dans le cadre de cette volonté de faire réfléchir sur les choix possibles, car il y a en économie des choix différents qui sont possibles. Et si tu veux, la réflexion que je veux pousser aujourd'hui, c'est de dire que nous sommes dans une situation particulière qui fait que la démocratie, c'est la possibilité qu'ont les gens de choisir l'avenir économique. C'est-à-dire, c'est le moyen pour le peuple de décider par sa souveraineté élective, de décider de son avenir, de sa construction sociale, de sa construction sociétale. Et donc, de fait, ce sont les choix politiques et économiques qui sont sous-jacents. Alors, je rappelle dans l'histoire que lorsque nous étions dans le système féodal, les règles féodales organisent collectivement la société. Les féodaux sont propriétaires des terres sur lesquelles les paysans sont exploités. Et les paysans d'époque représentent 98% de la population. De plus, il n'y a pas de mobilité. À l'époque, la mobilité est extrêmement réduite, puisque en fait, les déplacements se font à cheval, voire éventuellement en charrette pour ceux qui ont des charrettes. Donc en fait, la vie est locale de la naissance, le mariage et la mort. Les statistiques montrent qu'une personne qui naît quelque part et qui vit dans un village fait grosso modo en moyenne 10 km autour de son lieu de vie, qu'on appelait d'ailleurs à l'époque les foyers. Les foyers parce que c'était le chauffage au bois et non pas l'électricité. Hein. Et puis il y a eu quelques événements particuliers parce que le féodalisme a lui-même évolué. Et il y a eu au moment de l'arrivée de Louis XIV au pouvoir, il avait 14 ans, donc très jeune. Il y a eu une tentative des nobles qui étaient dans les châteaux de s'insurger contre ce nouveau roi qui était jeune. Hein. Et c'est ce qu'on a appelé la fronde. Et pour dissuader toute nouvelle fronde, puisqu'en fait les féodaux possédaient les terres et étaient dans les châteaux sur tout le royaume de France, hein, ce qu'il a fait, c'est qu'il a créé la cour. C'est-à-dire, il a attiré les nobles à la cour à Versailles, leur a donné la solde nécessaire pour vivre. Hein. Mais oui, mais c'était comme ça. Hein. Ça s'appelait même des pensions royales. Tu vois, on parle de pensions de retraite, c'était des pensions royales. Donc, il a attiré les artistes, c'est comme ça qu'on a connu Molière et Racine et Boileau, etc., etc., que donc le pays s'est développé, mais c'était le moyen de faire en sorte que les nobles ne puissent plus se soulever contre le roi. Ça a été son moyen. Et c'est à ce moment-là qu'il y a eu un début de transformation d'économie. Rappelons-nous Colbert, pas le Code noir, mais sa responsabilité dans le développement des manufactures qu'on appelait royales, c'est-à-dire déjà à l'époque, c'est pas le secteur privé qui a développé les manufactures, c'est l'intervention publique de l'État de l'époque, qui était féodale et sous régime aristocratique, qui a généré en France le système économique et industriel par les premières manufactures. Dans le même, tu vois, comme quoi la question de l'État dans notre pays, c'est pas les révolutionnaires, c'est pas les communistes qui l'ont inventé, c'est quelque chose qui vient de l'histoire profonde du pays. Et la France, dans ce cas, n'est ni la Grande-Bretagne, ni l'Italie, ni l'Allemagne. Parce que ce sont des histoires différentes, parce que ce sont des peuples, des cultures, des histoires, des configurations qui sont différentes. Et à l'époque, la seule économie, c'est en fait l'impôt et la monnaie. La monnaie qui était la monnaie souveraine du roi, hein, on traitera la monnaie une autre fois, et en même temps, il y a eu une révolution technologique, disons primo-industrielle, qui a été le début de la révolution énergétique avec les moulins, c'est-à-dire on a commencé à abandonner l'énergie animale ou humaine au profit d'une énergie mécanique. Et c'est dans ce cadre que le capitalisme apparaît. Alors, à l'époque du féodalisme, il n'y avait pas besoin de démocratie, parce que la vie, elle était locale, que le roi avait tous les pouvoirs en plus issus de Dieu,
c'était le représentant de Dieu sur terre, donc il n'y avait pas besoin que le peuple prenne la parole. Et surtout, l'économie était très rudimentaire. Mais, avec tout ça, et surtout la Révolution française quand elle émerge d'abord avec la bourgeoisie, qui veut, parce puisque les nobles étaient à la cour, ils n'étaient plus dans leur bastion, dans leur domaine, et donc c'était la noblesse, c'était la bourgeoisie, qui au fur et à mesure s'était emparée du pouvoir économique. Hein. Et donc ils voulaient, puisqu'ils avaient le pouvoir économique, s'emparer aussi du pouvoir politique. Et à ce moment-là, il y a eu, au moment de la Révolution française, en 1791, la loi Le Chapelier, et la loi Le Chapelier, en interdisant les corporations, c'est-à-dire les lieux où, par branche professionnelle, c'est-à-dire les boulangers, les artisans menuisiers, définissaient les conditions de travail, la solde, etc., les horaires de travail, hein, et accueillaient, partageaient le repas ensemble, et bien les corporations cassées ont fait naître le prolétariat, c'est-à-dire le salariat. Ce n'est pas le salariat qui est né par lui-même. Le salariat est né d'une volonté du capitalisme pour trouver les serviteurs, les servants, à sa logique d'accumulation du capital. Et c'est dans ce cadre, pour moi, que l'on peut commencer à parler de démocratie, c'est-à-dire la révolution politique de 1789 intervient au moment où tous ces processus socio-historiques et économiques et technologiques arrivent. Vous comprenez le lien qu'il y a entre tous ces aspects? C'est pas simplement... Voilà. Et alors, dès le début, la bourgeoisie qui prend le pouvoir en 1789, dans sa première constitution, qui est celle de 1791, se méfiant déjà du peuple, n'introduit pas le suffrage universel direct, mais le suffrage censitaire, où pour voter, il fallait payer un cens, c'est-à-dire un impôt. Voilà. Bon. Et donc, déjà, on a, avec le capitalisme naissant, cette volonté de séparatisme entre ceux qui sont les propriétaires et qui décident, et ceux qui ne sont que les producteurs des richesses pour les hommes. Et nous avons tous les fondamentaux du capitalisme qui, ici, sont générés. En fait, j'écris, le capitalisme introduit un séparatisme démocratique entre ceux qui produisent et ceux qui possèdent. Marx écrira bourgeois et prolétaires. Bourgeois et prolétaires. Bourgeois, ceux qui ont la possession des moyens de production. Les prolétaires qui n'ont que leur force de travail pour survivre, entraînant un salaire. J'y viens, parce que tu vas vite. Alors, il y a eu toutes les conquêtes, parce qu'il y a eu des révolutions en France, on ne s'est pas arrêté à 1789, on y a eu 1792, et puis il y a eu la nuit du 4 août qui a permis d'essayer de construire un début d'égalité, et en tout cas, voilà, l'abolition des privilèges. Bon, c'était déjà une première étape, mais après il y a eu les révolutions de 1830, 1848, 1871, la Commune, et la révolution industrielle, et toujours, tu vois, dans ces processus de dialectique entre révolution sociale, prise de pouvoir du peuple, et révolution technologique, qui est le support, si tu veux, matériel, sur lesquels, dans le même temps, dans le même mouvement, qu'il ne faut pas opposer. C'est pour ça que Marx ne parle pas de révolution industrielle, il parle des révolutions des forces productives. Et dans forces productives, il met à la fois les forces matérielles techniques, mais aussi les hommes, la société, les connaissances, les institutions. Tout est lié dans une dialectique qui est construite. C'est pour ça que c'est à mon avis beaucoup plus intelligent et pertinent. Alors, je vais vite, parce que le temps marche. Rappelons-nous, avec la logique de la Constitution européenne de 2005, que la phrase écrite, c'est l'Europe du marché libre et non faussé. C'est-à-dire, on n'est plus dans une Europe démocratique, on est dans une Europe où c'est le marché qui est au-dessus de la démocratie. Et qui dit marché au-dessus de la démocratie, dit qu'on renie toutes les valeurs
qui avait été précédemment écrite dans les textes sacrés. Comme il y avait les 10 commandements, il y avait la Constitution, il y avait la Déclaration des droits de l'homme. Et je vais venir justement sur cette Déclaration des droits de l'homme, parce que de 1789, article 1er, les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. Est-ce que c'est encore d'actualité aujourd'hui? Non. Les distinctions sociales se fondent sur l'utilité privée. C'est ça qu'il faudrait écrire aujourd'hui. Article 3. Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément. Mais aujourd'hui, c'est pas le peuple qui décide. Ce sont des sections du peuple, y compris si on appliquait cet article au niveau des élections régionales, avec 60% d'abstention, cette élection devrait être annulée à la lecture des écrits. Et puis cet article 4 qui est assez fantastique. La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. Mais si on applique cette sentence de 1789, je rappelle, mais la concurrence libre et non faussée, le marché ne devrait pas exister, puisque le rôle de la concurrence, c'est de détruire l'adversaire, le concurrent. Donc on voit à quel point tous ces textes ne sont plus respectés, et qu'on est passé de la démocratie à une démocratie de marché, où le marché est au-dessus de la démocratie, c'est-à-dire au-dessus de la souveraineté du peuple. Les élections, c'est la forme de la démocratie des apparences, sur laquelle le séparatisme social naît. Et on le constate de manière très, très simple avec, comme ça a été dit juste avant, la montée des inégalités, la montée des injustices fiscales, les 3 collectifs remis en cause, exemple le Code du travail, les culpabilisations individuelles sur les chômeurs, les jeunes, les syndicalistes, les immigrés qui seraient cause de piquer le travail des Blancs, etc., etc. Donc, en fait, le macronisme est au service du capital, accélère les séparatismes. Et là, j'ai ciblé quelques séparatismes qui ont été, comme ça a été dit précédemment, qui ont été des accélérations des processus faits auparavant. Et ça a été dit juste avant. Ce qu'ont dit mes collègues tout à l'heure sur la présentation du livre, j'y adhère, mais complètement. Et tu as vu que, comme moi, ils reprennent des éléments historiques, sociologiques, et pas simplement de l'économie, qui est la science, qui est une science bête, et la comptabilité, la science des âmes. Ah, c'est gentil, merci. Donc, le macronisme au service du capital accélère les séparatismes. Et moi, j'ai vu quelques séparatismes. Le séparatisme social. Le séparatisme social, c'est la montée des inégalités. Je n'ai pas besoin de développer dessus. Il y a le séparatisme fiscal avec l'ISF et les politiques fiscales qui avantagent toujours les riches au nom de la logique du ruissellement. Mais le ruissellement, ça ne marche pas. Demandez à un paysan ce que fait le ruissellement de l'eau sur ses terres. Ça enlève la terre qui est l'humus fertile. Le séparatisme économique, l'obsession des champions, des premiers de cordée et du ruissellement fait de cette politique une politique de séparatisme économique. Le séparatisme religieux. Alors là, je ne vous dis pas, puisque ce monsieur est le champion du séparatisme religieux. Déjà, il va à Lourdes, le jour anniversaire, il va à Lourdes prier comme président de la République, et il montre ces images le jour de commémoration de la rafle du Veldiv. Il faut quand même le faire, ça. C'est du séparatisme religieux. Et puis, enfin, il y a 2 derniers séparatismes que je vois. Le séparatisme politique, quand il dénonce ses adversaires les plus importants et peut-être les mieux fagotés en termes de moyens d'islamo-gauchistes, c'est pour essayer de faire en sorte qu'il ne soit pas possible de discuter avec eux. C'est-à-dire, c'est une volonté de ne pas reconnaître qu'il puisse y avoir une opposition, et une opposition qui propose un projet économique alternatif. Enfin, on peut parler du séparatisme sanitaire. Je vais le redire, je l'ai déjà dit, mais je vais insister. Je suis vacciné. Je suis vacciné depuis le 9 juin. Je n'ai pas eu besoin de la déclaration du 12 juillet pour me faire vacciner. Je pense que le vaccin, vu les politiques menées, il faut se faire vacciner. Mais il n'empêche qu'on est dans la politique du tout vaccin, alors que ce qu'on demande, nous, c'est une politique de santé. Or, la politique de santé, par exemple, pour les écoles, c'est des purificateurs d'air, qui est refusée.
Blanquer fait en ce moment une campagne sur la laïcité, avec des affiches désastreuses, qui montrent une abomination. Hein. Voilà, qui n'est pas le cœur des problèmes. Et puis, il n'y a pas simplement que les purificateurs, il y a cette idée de la société par roulement. C'est-à-dire faire en sorte que pour qu'il n'y ait pas de cluster dans les métros, parce que là, il n'y a pas besoin de passe sanitaire pour aller au taf, hein, eh bien, comment dire, il faut arriver à faire en sorte de diminuer la fréquentation dans les métros et les bus aux mêmes heures. Donc on fait une société par roulement, d'autant plus qu'on a les possibilités du fait du télétravail. Alors tout le monde ne peut pas télétravailler, mais on peut réfléchir à une société par roulement qui limite la propagation du virus. Donc en fait, pour moi, le pass sanitaire a été introduit non pas pour régler les questions de santé, puisqu'on sait en plus que même ceux qui sont vaccinés peuvent être porteurs du virus. Je peux être porteur du virus. Bon. Voilà. Après, je ne dis pas qu'il ne faut pas être vacciné, mais ça n'empêche pas. Mais donc, le pass sanitaire, pour moi, c'est une volonté délibérée de M. Macron, Jupiter, qui, sachant que démocratiquement, il a perdu 2022, veut à tout prix opposer les Français entre eux, entre les vaccinés et les non-vaccinés. Et il essaye de relancer, vous savez, les Gaulois têtus, les Gaulois réfractaires, etc., et de diviser. Donc en fait, le pass sanitaire est une illusion dangereuse pour nos sociétés. Il instaure de nouvelles discriminations sociales, un contrôle généralisé de la population et l'illusion de l'immunité. Pour déboucher sur cette conclusion, et après, si on a encore quelques instants, on pourra un peu échanger. Ah, ça va, j'ai quand même tenu, hein. J'ai été hard. Mais la question qui est posée, c'est évidemment 2022. 2022, c'est l'élection présidentielle. Mais derrière l'élection présidentielle, qu'est-ce qu'il y a? En fait, ce sont les choix économiques. Ce sont les choix économiques. C'est-à-dire, est-ce que la retraite, c'est un coût ou un investissement de la société pour elle-même? Est-ce que la santé, c'est un coût qu'il faut encore réduire avec les hôpitaux, les lits d'hôpitaux, les docteurs, les infirmières, pas les payer au lance-pierre? Ou est-ce que c'est là aussi un investissement de la société pour elle-même? Faut-il plus de services publics ou faut-il encore privatiser? Tu comprends? Ce sont ces questions fondamentales qui sont posées et qui posent une fois de plus la question: est-ce qu'on va développer une politique économique pour la bourgeoisie et le capital, ou est-ce qu'on va développer une politique économique en faveur du prolétariat qui existe toujours? Les ubérisés sont des prolétaires, et le peuple dans sa grande masse. Oui, les ubérisés. Pour moi, les ubérisés, ce sont pires que des prolétaires. Je vais te dire pourquoi. Ah oui, bien sûr, ils n'ont pas demandé. Mais pourquoi les ubérisés, c'est pire que le prolétariat? Le prolétariat, quand il a été créé, c'était le salariat. C'est-à-dire, tu étais dépossédé de ton outil de travail, parce que c'est ça, la loi, et tu n'avais que ta force de travail. Et ta force de travail, tu recevais un salaire. Mais tout ce qui était capital, tu ne l'amenais pas. Tu es d'accord? Tandis que les ubérisés, je pense notamment ça s'appelle comment, c'est pas les taxis, c'est les voitures, les VTC. Où c'est vraiment, c'est une plateforme en plus. Mais en fait, le VTC, tu n'es pas salarié, tu n'as pas de cotisation sociale, tu n'as pas de congé payé, et en plus, c'est toi qui amènes le capital, puisque c'est ta voiture que tu achètes. Donc tu vois, l'ubérisation, c'est du capitalisme sans capital, puisque c'est le prolétaire lui-même qui l'amène. Et cet exemple existe dans d'autres endroits. Je sais pas si, alors j'y ai jamais été, mais il existe des salons de coiffure qui mettent à disposition la salle, mais où l'équipement est amené par le coiffeur, l'individu. Tu vois où on en est? Et c'est partout la même chose. Tu vois, c'est-à-dire, par exemple... Non, tu prêtes l'espace. Et attends, la prestation que touche le coiffeur, elle est partagée. Parce que la salle, il faut la rembourser.
Donc, le coiffeur en tant que tel, il amène son propre équipement, qu'il entretient. J'ai bien fait de le titiller, Daniel Richard, sur cette notion de ubériser. Ah, Je trouve ça extrêmement intéressant. mais tu sais qu'avec moi, je coupe les cheveux en 4, moi. Non, mais ce 4 minutes. qu'on voit, c'est que le phénomène s'amplifie. L'intelligence négative pour création de style Uber, mais enfin il y a peut-être d'autres domaines, est fertile, et que bon, ça rejoint le fait que les richesses vont toujours dans le même sens, et malheureusement les autres sont, voilà, il y a un déséquilibre qui se creuse de plus en plus, et avec une intelligence remarquable, hein, enfin, je veux Absolument. dire, qui n'est pas bonne, Ah oui. mais quand même. Alors, je partage complètement ce que tu viens de dire. Tous ceux qui nous disent que les capitalistes, c'est que des cons et tout, Pas du tout. ça fait 40 ans qu'ils nous la mettent à l'envers. Hein. Bon. Voilà. Et alors, regarde, parce que je vous ai envoyé quand même un Mais article pour ce qui est terminer. surprenant, c'est quand même que je ne sente pas, moi personnellement, de réponse appuyée, quoi. Voilà. Ça m'ennuie. Quelle réponse? Ben, des gens qui pourraient répondre Ah, différemment. non, là, c'est que tu veux pas regarder ailleurs. Mais je vois pas. Ah, si. Non. Bah tiens, Bon, ben. par exemple, l'un des auteurs du livre s'appelle Frédéric Lordon. Mais Frédéric Lordon, il va pas passer à France 2, hein, parce que ce qu'il dit, c'est pas acceptable par le système. Je rappelle que les fameux journalistes libres des médias libres du monde libre sont soumis à 9 milliardaires. Donc le conseil, il n'y a plus besoin de censure. La censure, elle est en amont sur le conseil de rédaction. Et ils vont pas aller toucher. Enfin, j'ai découvert hier la Pujadas Company. Ce que j'appelle Pujadas Company, c'est les journalistes, dont Pujadas, mais avec la sphère qui tourne autour, sont payés, écoutez bien, entre 24 000 à 80 000 euros par mois. Ah, Ils je touche plus, moi. Et moi, c'est gratuit, là. Mais tu sais, la gratuité, Moi, plus c'est moins cher que gratuit, alors. mais la gratuité, attends, faut bien comprendre le concept de gratuité. La gratuité, c'est pas que ça n'a pas de prix. Au contraire, c'est que c'est hors de prix. Parce que ce que tu donnes en tant que militant, c'est une richesse qui est inestimable, qui ne peut pas être calculée selon les règles de la comptabilité privée capitaliste. Bien sûr. Comptabilité qui est la science des ânes. La science des ânes. Et il faudra donc, dans une nouvelle société, dans un nouveau monde, moi que j'aurais appelé un autre monde, parce que je m'inspire de téléphone, c'est bien être en rupture avec la logique économique, mais aussi inventer une comptabilité qui soit différente et qui mette l'homme au centre de toutes les créations de richesses et de valeurs. C'est une autre philosophie. Mais l'économie, je suis économiste, hein. C'est de la nullité, l'économie, je te le dis. J'ai 40 ans d'économie derrière moi. Je répète, les économistes, c'est de la merde. Il ne faut pas écouter Moi, les j'ai du économistes. mal à mettre des économies. Ah oui, des Non, économistes. je plaisantais. Alors, je vous ai envoyé un article, hein, et qui vient de la Tribune, c'est pas rien. Le titre, c'est quand même « Les 1% les plus fortunés ont accaparé 82% des richesses créées l'an dernier ». C'est quand même énorme. C'est-à-dire, on voit que l'argent, il existe. Il n'est pas magique, il existe. Et ça, c'est le produit du travail des salariés, du prolétariat actif. Hein. Quand on voit que des milliardaires arrivent à s'emparer de l'espace avec les vaisseaux spatiaux, etc., si on n'a pas compris, c'est qu'on n'a rien compris. Voilà. Donc écoute, mon propos principal ce matin, c'était de dire que l'économie politique, les choix économiques sont sous-jacents à la démocratie. Et que l'enjeu de 2022, c'est justement, et tous les mois qui viennent, ce sont ces questions que je vais aborder, ces questions de fond, comme la retraite, la santé, le service public, le travail, et ben toutes ces questions, on va les aborder sur le fond, et puis on va faire, si on en est tous d'accord, un comparateur
des propositions politiques qui sont faites. C'est-à-dire que propose la droite républicaine, que propose le Front National, mais sur le plan économique. Et on va essayer de comprendre qu'est-ce que ça signifie. Je pense que ça peut être intéressant et permettre aux citoyens auditeurs, parce que ce ne sont pas simplement des auditeurs, ce sont des citoyens, de pouvoir, à partir de là, réfléchir par eux-mêmes, aller chercher les compléments et enfin prendre sa décision de citoyen.